Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner. On dit de la Nouvelle-Calédonie qu'elle possède 20% des réserves mondiales de nickel. Alors on va voir si c'est la réalité. En tous les cas, la Grande Terre, c'est un bloc de nickel qui lui a valu le surnom de caillou. Un caillou dont l'économie est rythmée par la bonne santé ou la mauvaise santé du nickel en général. Depuis 20 ans, des investissements gigantesques ont été opérés en Nouvelle-Calédonie avec l'usine du Sud, aujourd'hui Vale NC, l'usine du Nord, aujourd'hui SMSP Glencore, et puis la SLN a aussi investi dans les années 80 pour améliorer son appareil de production. En Calédonie, on dit quand le nickel va, tout va. Pourtant, ce secteur est soumis aujourd'hui à des inquiétudes, à des interrogations. Quel est l'avenir du nickel calédonien? Pour tenter d'y répondre, nous avons invité sur ce plateau 3 experts. Pierre Kolb, ancien élève de l'école polytechnique et ancien directeur de l'usine de fusion de Donyambo, actuel président de NCE. Patrick Dupont, ancien élève de HEC, associé du cabinet Auclair-Dupont, et qui va nous éclairer sur les implications économiques, les conséquences économiques de l'industrie minière et métallurgique, et Jacques Le Guéret, docteur en géologie, qui connaît tout de la géologie en Nouvelle-Calédonie. Mais auparavant, nous allons voir les éléments essentiels du débat. Au commencement était une île, émergée depuis plus de 280 millions d'années. Sur cette grande terre, pas une once de nickel. Puis survint un extraordinaire bouleversement géologique il y a une 50aine de millions d'années. Près de la grande terre, à la superposition de 2 plaques, une partie du manteau sous la croûte terrestre, à l'issue de gigantesques plissements qui se sont déroulés durant des millions d'années, a recouvert 8000 km² de la Nouvelle-Calédonie. Cette couverture était composée essentiellement de roches ultra-basiques que nous connaissons sous le nom de péridotites. Ces dernières, au cours des millions d'années qui ont suivi, se sont décomposées et par une sorte de lessivage ont produit la naissance de gisements composés de 2 minerais. Les garniérites ou minerais garniéritiques, selon l'appellation locale, mais qui devraient être appelés saprolites ou minerais saprolitiques. Ce sont des roches tendres, de couleur beige ou verdâtre, situées au-dessus de la roche-mère, saine dont elles ont conservé la texture. Leur teneur d'exploitation se situe entre 1,45% et 3% de nickel contenu. Les latérites, selon l'appellation locale, mais qui devraient être appelées limonites. Ces limonites nickellifères sont également riches en cobalt. Leur teneur d'exploitation se situe entre 1,4% et 1,6% pour le nickel. La teneur en cobalt est en général entre 0,10% et 0,20%. En 1864, Jules Garnier, ingénieur des mines français en Nouvelle-Calédonie, découvre sur les bords de la rivière d'Ambéa une roche énigmatique de couleur verte. Il en confie l'étude à d'éminents minéralogistes qui confirment la découverte d'un minéral inconnu, un silicate hydraté de nickel et de magnésium. C'est la naissance de la garnierite. En 1877, 2 sociétés se lancent dans l'exploitation de la garnierite que l'on appelle désormais l'or vert. Higginson et Encart construisent une usine à la Pointe Chalex à Nouméa, pendant que Garnier et Marbeau installent une fonderie à Septem dans les Bouches-du-Rhône. Le 18 mai 1880, Jules Garnier, John Higginson et Henri Marbeau s'associent et créent la société Le Nickel. Ils construisent une usine à Thio qui produit de la mate à 50% de nickel. En avril 1902, la Canadian Copper Company, opérant à Grand Sudbury, devient une filiale de l'International Nickel Company. Cette dernière regroupe alors 7 grands producteurs de nickel des États-Unis, du Canada, de Grande-Bretagne et de Nouvelle-Calédonie avec la Société minière calédonienne. Ce sera donc la fameuse Inco. Localement, en 1909, le Bordelais Balland crée la Société des Hauts Fourneaux qui inaugure en 1912 une fonderie à Donyambo. Après une chute mondiale des cours en 1931, les 2 groupes métallurgiques fusionnent
Dès lors, l'usine de Doniambo n'a cessé de se développer et d'innover. La suite contemporaine, chacun évidemment la connaît. Ce sera la croissance de l'usine Doniambo, désormais filiale d'Eramet, et la construction au cours des 2 dernières décennies d'une usine dans le sud à Goro appartenant à Vale et d'une usine dans le nord appartenant à SMSP Glencore. Dans cette histoire très riche, beaucoup ignorent aussi que le nickel calédonien a été depuis 1876 utilisé dans les productions du grand orfèvre français Christofle. La maison Christofle, fondée en 1830, devient mondialement réputée en étant le fournisseur d'abord du roi Louis-Philippe, puis surtout de l'empereur Louis-Napoléon, celui-là même qui fit de la Nouvelle-Calédonie une terre française. En 1875, Christofle ouvre une nouvelle usine à Saint-Denis, au nord de Paris. Saint-Denis est alors une usine métallurgique, la seule usine à raffiner le nickel selon son procédé, récompensé par un grand prix à l'Exposition universelle de Paris en 1878. Sa construction intervient après que Christofle ait signé des accords d'exclusivité avec la société foncière calédonienne qui exploitait les gisements de nickel calédonien découverts par les frères Garnier. Un minerai transporté par le plus grand 5 mâts du monde, le Voilier France, échoué à Moindou. Alors, je me tourne vers vous, Jacques Le Guéret. Cette histoire du fond de la mer qui a recouvert les 2 tiers de la Grande Terre, c'est réellement ce qui s'est passé il y a 50 millions d'années. Oui, et c'est fait toute l'originalité de notre île, hein, parce que c'est un accident géologique dans la dérive des continents. Tout le monde sait que tout ça a dérivé, et pour une raison qu'on ne connaît pas, il y a une roche profonde qui est, avec cette couche, vous savez, le glissement, ça se fait comme ça, et puis un jour, ça rentre à certains endroits, et là, ça s'est bloqué, effectivement, et ces roches profondes, donc, se sont plissées. On chevauchait, on appelle ça un chevauchement, on chevauchait la Nouvelle-Calédonie. Alors, et c'est là qu'intervient l'histoire du nickel, parce que cette roche qui remonte de profond, de la Terre, elle est rare sur Terre, parce qu'il faut qu'il y ait un événement effectivement géologique de cette nature pour qu'elle vienne à l'air libre, sinon elle est au fond. Et cette roche, elle contient 0,10, 0,20% de nickel. Vous voyez, 0,10, il faut bien avoir le rapport, 0,10. Et avec des phénomènes donc d'altération, c'est-à-dire que départ des éléments, concentration du nickel, on arrive à une concentration qui peut être de 10 à 15 fois, c'est-à-dire au minerai latéritique à 1,80 et le minerai garnéritique. Alors, on voit dans la présentation qu'il existe effectivement plusieurs types de minerais, alors je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, avec des teneurs différentes. On parle de la roche-mère, au-dessus la garnierite, et puis ensuite les latérites. Alors, concrètement et de manière plus simple, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, alors si vous voulez, dans ces profils d'altération, c'est le terme du métier, évidemment, cette altération, elle va être différente du sommet jusqu'en bas. Il faut savoir que les éléments qui constituent la roche, qu'on appelle les ferromagnésiens, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est le fer et la magnésie, ont tous une manière de se diluer, de partir qui est différente. Alors le fer, lui, qui ne rentre pas en solution, va rester en haut. Alors on a comme ça les cuirasses. Les cuirasses du sud, voilà, là, c'est le fer qui est resté résiduel qui est là. Du côté de Chronique. Ensuite, le magnésium, lui, il va partir, il est très soluble, il va s'en aller aussi, et souvent, d'ailleurs, sur la côte ouest, on le retrouve sous forme de géobertite, vous savez, c'est des rognons blancs qu'on trouve sur toute la côte ouest. On faisait les pipes, d'ailleurs, c'est l'écume de mer, on faisait les pipes chez les anciens. Donc, magnésium s'en va, la silice, puisque c'est un silicate, s'en va aussi, et donc le nickel va rester, il va se concentrer de façon relative, bien sûr, par des éléments, et de manière aussi absolue, puisqu'il va se mettre en solution et venir enrichir ces roches. Alors, vers le bas, les saprolites. Alors, je vous donne au passage quelque chose que les gens ne savent pas trop. C'est vrai, les garnérites, c'est un terme qu'on utilise qui est trop vague. En fait, la saprolite, ça veut dire, sapros, ça veut dire pourri. Donc, c'est la roche pourrie. Donc, c'est ce qui va se trouver en bas. Et ça fait une roche qui est poreuse et qui va être la plus riche parce qu'effectivement, les éléments sont partis. Elle est pourrie, mais riche. Et pourrie, mais riche, voilà, vers le bas. Et puis, au fur et à mesure qu'on va monter, on va vers les latérites, où là, il y a plus de fer. Et évidemment un peu moins de nickel, voilà. Et ça, on appelle ça donc des latérites. Donc latérite, saprolite, voilà. Et tout le monde parle pour tout ça de garnierite, qui est un terme impropre puisque garnierite, c'est garnier, voilà. Alors Pierre Kolb, il y a plusieurs qualités de minerais. Il y a aussi des usines pyrométallurgiques, donc c'est des fours qui chauffent, et puis des usines hydrométallurgiques. Donc là, c'est des traitements, enfin dans le sud, des traitements par acide. Est-ce que
cette différence entre les usines provient de la qualité du minerai, de l'évolution de la technologie, du rendement du procédé. Pour quelles raisons est-ce qu'il y a des usines pyro et des usines hydro? Alors c'est une question vaste, il y a beaucoup de raisons, mais je pense que parmi les raisons importantes, on trouve une réponse à cette question dans ce que vient d'expliquer Jacques. C'est-à-dire que le minerai de nickel, en fait, ce qu'on appelle le minerai de nickel, pour nous, c'est essentiellement peu de nickel, quelques pourcents, moins de 3%, mais c'est de la silice, c'est de la magnésie et c'est de l'oxyde de fer. Donc tout ça, c'est ce qui va composer la majorité de ce qu'on va appeler le minerai de nickel. Et suivant la composition notamment de la magnésie, qui joue un rôle très important dans la partie pyrométallurgique, elle joue un rôle un peu de protecteur. Les métallurgistes suivent beaucoup l'indice de basicité, qui est justement le rapport entre la magnésie et la silice. Donc si la magnésie est suffisamment élevée, on fera plutôt de la pyrométallurgie. Si elle est élevée, elle sera par contre défavorable dans des systèmes hydrométallurgiques, qui sont des systèmes plutôt basés sur de la chimie, où au moment donné, il y a une attaque avec de l'acide, et cet acide va être énormément consommé s'il y a de la magnésie. Donc ça va faire un facteur de coût très important et on va avoir peu intérêt à faire à ce moment-là de l'hydrométallurgie avec un minerai magnésien. Mais alors question, qu'est-ce qu'on faisait quand il n'y avait pas d'usine hydrométallurgique? Alors on peut toujours se débrouiller en fait pour faire je dirais, arriver à traiter les minerais n'importe lesquels. Après c'est une histoire de compétitivité et de facilité et d'adaptation je dirais, du procédé métallurgique à justement la nature du minerai. Potentiellement un four pourrait fondre de la latérite basse teneur, c'est possible, et à contrario aussi aller à exploiter depuis le début de la saprolite plutôt magnésienne. Donc on comprend qu'aujourd'hui, compte tenu des coûts d'exploitation et notamment des coûts d'énergie dans la pyrométallurgie, pour des minerais de basse teneur, donc qui seront faiblement riches en nickel, il vaut mieux les traiter avec des procédés qui sont peu consommateurs, notamment d'énergie. Alors c'est un des aspects qui différencie les procédés, l'aspect consommation d'énergie. Pour fondre le minerai, on conçoit bien qu'il faut mettre beaucoup d'énergie pour le chauffer à haute température. Sur une attaque acide, on est plus sur de la chimie et donc pas forcément sur de la consommation électrique aussi importante. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un peu comme dans les véhicules, une évolution qui tendrait de passer de la pyrométallurgie à l'hydrométallurgie. C'est selon les caractéristiques des minerais et la technologie compte tenu de sa compétitivité. Exactement, et ça dépend vraiment des caractéristiques de ce qu'on veut faire du produit. Et je prends l'exemple d'un cas récent qui se trouve en Indonésie, qui est le gisement de Weda Bay, qui appartenait à Eramet, et sur lequel Eramet s'est associé avec des constructeurs chinois. Eramet avait un procédé hydrométallurgique pour traiter le minerai. Aujourd'hui, ce minerai est traité, parce que l'usine a démarré, par un procédé pyrométallurgique. Donc on voit bien qu'il y a une certaine souplesse et une capacité suivant les conditions, notamment économiques. À quel prix on va payer l'électricité, par exemple. On voit qu'il y a une certaine souplesse et flexibilité pour passer d'un procédé à l'autre. Ça, c'est un sujet qui vous concerne directement. Alors Patrick Dupont, on a vu donc avec la découverte de ce minerai, on a construit des usines. Donc on a créé une activité économique qui est prégnante en Nouvelle-Calédonie. On dit que, encore une fois, quand le nickel va, tout va. Quel est, brièvement, alors il y a eu des études sur l'impact de la mine et de la métallurgie sur l'économie, notamment la dernière étude des comptes économiques rapides de l'outre-mer, l'étude Sérum. Quels sont les impacts de la mine et de la métallurgie sur l'ensemble de l'activité économique directe? Est-ce qu'il y a des effets indirects? Est-ce qu'il y a des effets induits? Alors, quand on regarde effectivement le chiffre de manière assez précise, le nickel, l'industrie du nickel, mine et métallurgie, représente effectivement à peu près 10% du PIB, ce qui n'est pas un chiffre extrêmement élevé. Mais en fait, l'impact du nickel va bien au-delà de ce chiffre pour plusieurs raisons. La première raison, c'est effectivement toute la sous-traitance qui tourne autour du nickel, à la fois au niveau de l'exploitation et notamment de l'entretien des usines, mais aussi, et on l'a bien vu sur les 20 dernières années, au niveau des investissements.
Donc on a un impact qui est beaucoup plus important et on estime que sur les 7000 qu'on a à peu près 7000 emplois directs dans le secteur du nickel. Quand on inclut la sous-traitance, il faut quasiment doubler ce chiffre pour arriver à peu près à 15 000 emplois. Sur l'ensemble de la Calédonie. Sur l'ensemble de la Calédonie, j'y reviendrai après. Et ce qui est quand même relativement important quand on sait que la population active est d'environ 60 à 70 000 personnes. Donc ça reste un chiffre très important. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que l'industrie du nickel, et notamment l'usine de Doniambo, a donné naissance à travers cette sous-traitance à des quartiers industriels de Ducos. Et c'est l'existence de cette industrie, de ces compétences qui ont donné naissance à l'ensemble de l'activité industrielle de la Nouvelle-Calédonie et qui s'est étendue aux activités de construction, de fabrication d'unités pour le bâtiment, et transformation voilà, de transformation, y compris l'agroalimentaire. C'est parce qu'on avait cette base industrielle. Et la troisième chose, et qui est la plus importante, c'est que le nickel a l'avantage d'être disséminé au niveau emploi et au niveau activité sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, bon, mis à part bien évidemment les îles Loyauté. Et on estime que, en gros, sur les 7000 emplois directs du nickel, on en a 5000, si on enlève effectivement Doniambo et même l'usine de Vallée, on en a 5000 qui sont en dehors du Grand Nouméa. Et ça, c'est l'impact le plus important. Et au-delà même, l'existence de ces activités économiques en dehors du Grand Nouméa a permis aux populations mélanésiennes d'intégrer le circuit économique à travers la sous-traitance minière, à commencer d'abord par tout ce qui est roulage minier, mais qui s'est ensuite étendu à même de la sous-traitance minière à travers l'ammodiation, etc., à travers des sociétés comme Sonareb, par exemple, dans le Nord. Et de là, l'activité de nickel est vraiment très importante pour la Nouvelle-Calédonie, bien au-delà du chiffre de 10% du PIB. En clair, s'il n'y avait pas de nickel en Calédonie, on aurait quoi comme économie? Si on n'avait pas de nickel, on aurait alors deux solutions. On aurait peut-être une activité qui serait un peu plus comme celle de la Polynésie, qu'on aurait peut-être plus investi, beaucoup plus de tourisme, on aurait finalement plus investi. Et puis difficile d'être au-delà de la Polynésie, mais on aurait pu aussi, alors, soit effectivement la Polynésie, soit Fidji, qui a quand même beaucoup plus de tourisme que n'en a la Polynésie, qui a aussi des problèmes de coûts et ce serait pratiquement le seul créneau ouvert à une échelle industrielle. Après, mais pour le reste, on serait assimilable, enfin, on se rapprocherait de l'économie polynésienne ou fidjienne selon les coûts, ou des économies de DOM marquées essentiellement par la fonctionnalisation de l'activité ou des services, ou lequel, avec quand même la Réunion qui a réussi à créer une industrie assez intéressante, mais voilà, mais on serait une population dans ce cas-là, bien plus importante. Bien plus importante, parce qu'en économie, la population, c'est aussi un facteur de richesse. Enfin, entre la Chine et la Calédonie, par exemple, la différence, c'est 1,5 milliard d'habitants. Voilà, oui, mais même sans aller jusque-là, on parlait de Fidji. Fidji a une population de l'ordre de presque 1 million d'habitants. Et donc, effectivement, un marché qui, même si en termes de revenus par habitant est moins élevé, qui est un marché quand même qui a beaucoup plus de volume que celui de la Nouvelle-Calédonie. C'est sûr. Et donc, ce qu'on peut conclure, c'est que le nickel, la mine et la métallurgie, c'est une chance extraordinaire pour la Nouvelle-Calédonie. La Calédonie est riche de son nickel. Est-ce que c'est suffisant pour le bien-être des Calédoniens ? Alors, ça n'est pas suffisant. Et au-delà, effectivement, des marchés potentiels et de l'évolution économique mondiale, le point important pour que la Nouvelle-Calédonie et ses populations tirent parti du nickel, c'est qu'il faut qu'il y ait une réglementation qui soit effectivement importante et surtout qui soit respectée. Et pour que la réglementation soit respectée, il faut qu'on ait en face des acteurs, effectivement, des acteurs privés, un gouvernement qui soit fort et un État qui soit fort. Et la Nouvelle-Calédonie a la chance, effectivement, d'avoir, in fine, dans les réglementations, l'implication de l'État français, qui est quand même un État fort, que les sociétés privées respectent. Et donc, effectivement, c'est un point important pour que l'activité de la Nouvelle-Calédonie, l'activité du nickel, bénéficie à la Nouvelle-Calédonie et bénéficie à l'ensemble des populations. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres États. Qui pensent à la Papouasie, on pense à certains pays africains. Oui, effectivement.
Tout à fait. Je pense que là c'est vraiment un point important parce que souvent en Calédonie, on a tendance à mélanger les notions et on parle souvent de richesse du nickel. Je pense que c'est une richesse très potentielle. Et effectivement, on voit plein de pays qui ont des ressources naturelles qui sont largement équivalentes à celles de la Nouvelle-Calédonie et qui ne profitent pas, et dont la population ne profite pas de ces richesses. Et ça, je crois que le marqueur qui est vraiment différent, c'est l'État, sa capacité effectivement à imposer certaines réglementations fortes, mais aussi la population et le développement de l'éducation à la population. Son niveau exactement, et son exigence en termes de population et sa capacité de compréhension des systèmes. Oui, je voudrais rebondir sur ce que dit Pierre. C'est d'autant plus important qu'un minerai, c'est une notion économique. Il ne faut jamais oublier ça. On a l'impression, on peut être assis sur un tas d'or, c'est pas du minerai, c'est de la terre. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, c'est que, effectivement, on en reparlera plus tard, c'est que le nickel, probablement, par exemple, les batteries, sera peut-être moins utilisé, etc. Et que donc, cette notion-là doit rester vraiment importante. Quand on parle de richesse, c'est aussi la qualité du minerai qu'on exploite. Eh bien, écoutez, voilà une conclusion pour cette première partie. Heureusement, la Nouvelle-Calédonie est riche de son nickel, mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a également l'avenir du nickel, la gouvernance du nickel, et c'est l'objet d'une seconde partie, les éléments essentiels. Les péridotites avaient formé de grands massifs situés dans le sud de la Grande Terre et sur la côte ouest. Selon le Bureau de recherche géologique et minière, le BRGM, la Nouvelle-Calédonie possède les deuxièmes réserves de nickel au monde, 11%, derrière l'Australie, 23%. Le nickel est d'utilisation très ancienne, attestée jusqu'à 3500 avant Jésus-Christ. Des bronzes trouvés en Syrie possèdent une teneur en nickel jusqu'à 2%. Durant l'Antiquité, en Grèce et en Chine, les artisans fabriquaient par des procédés indirects, à partir de minerais, des pièces de monnaie en alliage. Les Chinois ont découvert un alliage de métal blanc, ancien, appelé pactong et composé de nickel, de cuivre et de zinc. Le nickel sous sa forme brute aurait été découvert au XVIIe siècle dans des montagnes de Saxe. Les mineurs allemands tentent alors en vain de traiter un minerai de couleur rouge, croyant qu'il pouvait contenir du cuivre. Face à leur échec, ils baptisent ce minerai du nom de Kupfernickel, ce qui signifie cuivre du diable. Le chimiste suédois Axel Fredrik Cronstedt, qui a comme maître George Brand, le découvreur du cobalt en 1737, marche dans ses traces. 14 ans plus tard, il identifie en 1751 un nouvel élément métallique tiré d'un minerai très semblable au Kupfernickel allemand. En souvenir du nom traditionnel, il lui donne le nom de nickel, un nom qui deviendra de plus en plus nickel, le minerai du diable. Aujourd'hui, l'essentiel de la production mondiale de nickel intervient dans la fabrication d'aciers inoxydables utilisés dans de nombreux secteurs de l'économie comme la chimie, les appareils ménagers, l'automobile ou bien encore le bâtiment et les alliages pour l'aéronautique. Très peu utilisé à l'état pur, le nickel intervient dans la composition de quelques 3000 alliages. Le métal est également utilisé à de très faibles concentrations dans les pièces de 1 et 2 euros. Les nouvelles technologies laissent espérer un bel avenir, notamment avec le développement prodigieux des voitures électriques qui se rechargent au moyen de batteries nickel-cadmium. Est-ce que ce sera le nouvel Eldorado pour le nickel calédonien? Selon en tout cas des informations convergentes, le géant américain Tesla serait intéressé par le nickel de Valencia en raison à la fois de sa qualité, mais également de ses normes de production éthiques, sociétales et environnementales. Des propriétés encore plus vertes pour l'or vert calédonien. Alors messieurs, on a vu que la Nouvelle-Calédonie avait les deuxièmes réserves mondiales de nickel derrière l'Australie. Alors, le vulgum pecus que je suis et que sont probablement quelques téléspectateurs s'interroge sur la différence entre ressources et réserves. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent? Jacques Le Guéret. Oui, alors, vous savez, dès qu'on attaque le mot réserve, c'est un tabou. Parce que les sociétés minières, d'abord, ne veulent pas donner leurs réserves. Et puis, vous savez, vous venez de l'indiquer, est-ce que ce sont des réserves à vue, des réserves probables, des réserves potentielles? Tout ça est extrêmement compliqué et tabou. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'en Calédonie, il y a le tiers de l'île qui est fait de péridotite et donc
potentiellement de nickel. Ça fait beaucoup. Et ensuite, ce qui est très important pour les réserves, c'est que vous avez la notion de teneur de coupure. Alors là aussi, c'est pas très technique, mais chacun comprendra que la quantité de minerai, elle va dépendre de la teneur de coupure, c'est-à-dire celle que vous avez laissée comme stérile et ce que vous prenez comme minerai. Et cette teneur de coupure, elle est fondamentale. Parce que effectivement, actuellement, on descend les teneurs de coupure. Il faut savoir que quand la mine existait en Calédonie, ils envoyaient des sacs de garnierite, les fameux stériles, voilà, qui partaient avec des sacs. Il y a 30 ans, on exploitait encore du 2,50 ou du 3%, et là, maintenant, on est plutôt autour de 2%. Alors, ces réserves, en fonction de la teneur de coupure, vont différer, effectivement, et franchement. À l'heure actuelle, quand on vous dit qu'en Calédonie, nos générations futures, il y aura plus de nickel, etc., il faut vraiment que les gens soient sérieux. Quand on prend les teneurs de coupure, qui sont les teneurs de coupure qu'on a à l'heure actuelle, c'est-à-dire autour de 1%, des choses comme ça, qui forment du minerai qu'on peut exporter, là, on a devant nous des siècles de réserves. Alors, ce qu'on peut dire, les réserves, c'est ce qui est connu. C'est ce qui est connu, mais non. La ressource, c'est le potentiel, les ressources géologiques, c'est ce qu'on peut estimer comme ça en faisant des photos, en regardant le paysage et puis en disant à tel endroit il y a telle surface, alors j'estime. Oui, ce qui est mesuré en quelque sorte. Ce qui est mesuré, ce sont les réserves à vue. Celles-là, elles sont à vue, elles sont faites par des sondages, elles sont à vue. Après, on estime, suivant les superficies, suivant beaucoup de choses, les réserves potentielles ou réserves géologiques. Voilà. Là, ce serait plutôt les ressources. Les ressources aussi, oui. Il y a beaucoup de termes, suivant les termes français, anglais, anglo-saxons. Donc, pour faire simple, on a quantifié des réserves, notamment tous ceux qui exploitent le minerai ont dû procéder à des sondages, évaluer leurs réserves, et ça, c'est connu. Mais on a des expériences, et notamment, je crois, à Kwawa, ça s'est passé à Kyo, où, au-delà des réserves, on a trouvé encore des montagnes de nickel, quoi. Oui, il y a des exemples qui sont surprenants. Effectivement, sur Kwawa, la SLN devait quitter Kwawa, et puis on a découvert le gisement de Méa. Le gisement de Méa qui avait échappé à une maille assez large, mais qui avait échappé à la prospection. Et c'était important, ce nouveau gisement. Le gisement de Méa, c'est un des plus gros gisements de garnierite, enfin de saprolite de Calédonie. Le nouveau, qui a il est succédé. exploité depuis une trentaine d'années. Ouais, ça a été la suite du premier. Alors il y a ça, et puis il y a aussi les techniques, si vous voulez, d'exploration qui progressent énormément, parce que maintenant tout le monde a vu cet hélicoptère. On voit l'hélicoptère survoler. Et ça permet d'avoir les zones altérées, pas les zones minéralisées, mais les zones altérées qui, par ailleurs, donc altérées, potentiel de minéralisation, bien sûr. Sur la notion de réserve, justement, comme Jacques l'a expliqué, c'est une notion économique. Et on sait que l'économie, surtout dans notre époque, elle varie beaucoup. Les choses peuvent être remises en cause, on l'a vu avec les crises sanitaires actuelles, là, pratiquement d'un jour à l'autre. Donc cette notion économique, il faut comprendre qu'elle est liée à un marché. On a évoqué le marché des batteries, par exemple. Il est possible, dans certains cas, que ce type de marché transforme des ressources potentielles qui étaient négligées en réserves économiques, parce que derrière, il y a le marché. Et ça c'est quelque chose qui n'est pas inhérent à la Nouvelle-Calédonie, c'est inhérent à nos clients. Ça ne se passe pas ici, ça se passe à l'extérieur. Et ça, on le subit complètement, parce que le jour où quelqu'un trouve, on a parlé de l'inox, le jour où il y a une entreprise qui trouve un substitut économique à l'inox, ce jour-là peut changer complètement la face du monde du nickel. Et ça ne se passera pas en Calédonie, ça se passera ailleurs. Exactement. Alors, il y a quelque chose que vous disiez dans la première partie qui était intéressante. Le minerai, c'est une notion économique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'utilisation à ce minerai, il reste de la terre particulière. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, c'est pas le cas, puisque heureusement, il y a des utilisations au minerai de nickel. Est-ce qu'on peut dire que la ressource en Nouvelle-Calédonie, elle est inépuisable? Est-ce qu'on peut dire qu'elle risque de s'épuiser rapidement? Ou est-ce qu'on peut dire que ça peut durer encore un temps qu'on ne peut pas quantifier, mais probablement des décennies, voire des siècles? Potentiellement, on a des siècles, c'est clair. Mais vous voyez, la notion de teneur de coupure, c'est très important, parce qu'actuellement, il y a en Calédonie une grosse discussion sur les exportations. Tout le monde a entendu parler des exportations qu'on devait autoriser pour les gisements stratégiques, vous savez, de Goro et du Nord et tout ça. Il faut savoir que là-dessus, il y a, comme on dit, il n'y a pas photo.
Le minerai qu'on va exporter, c'est un petit minerai, ce qu'on appelle le terme local, c'est petit minerai, donc à des teneurs qui sont basses. À l'heure actuelle, ce minerai-là, on ne peut pas le mettre dans les usines. Et par contre, on a la chance de pouvoir le vendre. Eh bien, moi, je dis que là, il y a absolument aucune question à se poser. Il faut le vendre parce que ça nous permet d'apporter des ressources justement à nos usines locales qui ont du mal à vivre. Vous voyez, donc, cette notion celui-là, on a encore quelques milliers a... ou milliards de tonnes. Celui-là, je pense qu'il faut distinguer la géologie et l'économie. Géologiquement, Jacques a complètement raison. On a des temps infinis, quasiment infinis devant nous. Hein. C'est surtout si les teneurs de couture continuent je dirais, sur le rythme historique de descendre. Donc la limite ne sera pas géologique, elle ne sera pas sur je dirais, la capacité à fournir de la terre. Elle sera économique à un moment donné. Est-ce que ce qu'on va pouvoir sortir là, ça va intéresser quelqu'un ? Et ça, c'est vraiment l'économie qui va trancher ou pas. Et ça, aujourd'hui, hein, comme on le disait tout à l'heure, c'est difficile de savoir ce que sera fait demain, après-demain. Donc il faut je dirais, plutôt que d'avoir des stratégies de dire on garde en réserve du nickel, il vaudrait mieux pouvoir l'exploiter et créer de la richesse localement, créer des infrastructures, créer des diversifications du nickel. Ça a du sens pour les générations futures. Créer de l'éducation. Ça, c'est très important pour les... Plutôt que de dire on fait rien, puis on garde notre nickel qui servira peut-être à rien dans 30 ans. Exactement. Alors, ça doit être un support d'investissement pour autre chose. Justement, on va arriver à une question qui est quel avenir pour le nickel en Nouvelle-Calédonie ? Parce que l'avenir, c'est pas infini. Il n'y a pas d'utilisation de nickel ad vitam aeternam. Vous l'avez dit ou vous l'avez laissé entendre. Aujourd'hui, il y a un rebond qui se produit avec les batteries. Donc la voiture électrique va être la seule voiture utilisée en Chine en 2030. Il n'y aura plus de voitures à carburant fossile. Toutes les voitures seront électriques, donc un marché immense. Et puis, c'est une tendance mondiale. Et donc aujourd'hui, il y a un rebond sur l'utilisation du nickel. Ce sont les fameuses batteries nickel-cadmium. Il y a également d'autres batteries, lithium-ion également. Et puis, progressivement, d'ailleurs, les batteries nickel-cadmium sont remplacées par des batteries nickel-hydrure métal. Est-ce que cette tendance industrielle, la fabrication des voitures électriques et des batteries, c'est quelque chose qui est une réalité pour le nickel calédonien? Est-ce que c'est l'occasion pour notre nickel de rebondir? C'est une réalité. Aujourd'hui, des grands constructeurs électriques, le plus grand aujourd'hui c'est Tesla. Tesla est à la recherche de sources d'approvisionnement sûres de nickel. Et peut-être pas, ça c'est aussi important, et peut-être pas de n'importe quelle source d'approvisionnement de nickel. La voiture électrique porte à travers elle l'image de la transition énergétique, de la propreté, de l'élimination des énergies fossiles. Donc Tesla, par cohérence pour son public, va être obligé de pouvoir prouver que ses ressources d'utilisation de matériaux, et de nickel en particulier, vont venir d'usines propres et environnementalement et socialement responsable. Alors on va y venir, et ce sera d'ailleurs l'orientation du nickel calédonien qui a ses particularités d'être géré, comme disait Patrick Dupont, selon des réglementations strictes et très protectrices pour la société et pour l'environnement. Mais vous disiez, le nickel c'est une valeur économique, elle n'est réelle que si on l'utilise, ce nickel. On parlait si on le vend surtout, si on le vend. Ouais, si on le vend. On parlait des batteries. Batterie, c'est le rebond du nickel. Je vais vous lire deux extraits de presse sur le remplacement des batteries utilisant du nickel. Le premier article traite d'un fournisseur chinois, CATL, fournisseur de Tesla, dont vous parliez, Pierre, de PSA, le groupe français automobile. Eh bien, CATL travaille sur un nouveau type de batterie ne contenant ni nickel ni cobalt. Et puis, il y a également IBM. Le département recherche d'IBM a annoncé le 18 décembre dernier, c'est-à-dire qu'il y a 6 mois, que IBM allait lancer un nouveau projet, une batterie sans métaux lourds et donc
sans cobalt et sans nickel. Ça veut dire que, et je m'adresse à vous, le nickel va rebondir. Pour combien de temps? Est-ce que les jours du nickel calédonien au travers des batteries sont comptés? Ça, c'est effectivement la grande question sur laquelle, je dirais, les réponses peuvent différer, mais il y a, à mon sens, aucune réponse, aucune certitude qu'on peut avoir. Ce qui est sûr, c'est que le marché des batteries et des véhicules électriques, mais pas que des véhicules électriques, va augmenter, et qu'à travers ça, aujourd'hui, et aujourd'hui on peut le dire, le nickel est en phase je dirais, de progression grâce à cette aspiration. Est-ce que ça sera le cas demain? Tout le monde essaye, compte tenu du coût du nickel, tout le monde essaye de trouver des substituts. Est-ce qu'on y arrivera? Personne ne le sait vraiment. Qu'il y ait des tentatives, c'est sûr. Mais ça veut dire qu'il faut certainement pas s'endormir et croire que les choses sont acquises définitivement. Non mais Pierre, c'est vrai, mais en même temps, on a connu ça aussi à une époque. On nous disait ah oui, le nickel, on va plus l'utiliser, les pare-chocs de voitures, on n'en fera plus, ils seront en plastique, etc. Moi, j'ai tendance à être un peu optimiste et de me dire que le nickel, quoi qu'il arrive, enfin, dans l'évolution, mais c'est basé sur de l'optimisme simplement. Je pense qu'on en aura toujours besoin. Mais là, c'est une réalité. Oui, Jacques Le Guéret. je serais effectivement un petit peu moins optimiste que Jacques. On est quand même dans des domaines où les évolutions technologiques se multiplient depuis 10 à 15 ans. On a quand même des évolutions techniques qui sont extrêmement importantes. Au-delà de l'évolution des batteries, on a aussi quand même une évolution vers les voitures à l'hydrogène, sur lequel effectivement, a priori, enfin je ne suis pas un technicien, on n'a pas forcément besoin de nickel. Enfin, Ouais, je parle et qui va avoir je parle pas des batteries par le gouvernement français. et qui va avoir effectivement un coup de pouce. Donc on est quand même dans des évolutions technologiques, dans des révolutions même technologiques, et qui en plus arrivent très vite, qui peuvent arriver, alors quand on dit très vite, c'est dans 10 ans, 15 ans, mais qui sont rapides par rapport effectivement à des investissements qui ont été faits dans le nickel sur ces dernières années, qui sont massifs et qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour s'amortir. Donc, et c'est là où c'est effectivement compliqué, c'est qu'à la fois effectivement on a des marchés qui sont intéressants, mais peut-être sur des durées courtes, donc il faut pouvoir réagir très vite. C'est ce qu'a fait Vale avec sa nouvelle stratégie, alors qu'effectivement on a des investissements qui se rentabilisent sur du long terme. Donc c'est effectivement compliqué pour les acteurs miniers, quels qu'ils soient, mais surtout pour les acteurs calédoniens, de pouvoir s'adapter aux évolutions du marché. Et ça, c'est un point très important. Et je rejoins effectivement l'idée de Pierre de dire il faut aussi que la Nouvelle-Calédonie elle-même s'intéresse à l'utilisation du nickel, développe ses capacités de recherche sur ce point et développe ses capacités de formation. Et ça, c'est un point fondamental. Il ne faut pas que l'on subisse les évolutions à notre modeste niveau, que l'on subisse les évolutions technologiques et que l'on soit acteur de ces évolutions technologiques. Oui, c'est tellement vrai d'ailleurs qu'en Indonésie, il y a maintenant à la sortie de certaines usines, des usines de batteries. Hein, des usines inox, oui, inox, complètement intégrées. On peut imaginer ça un jour en Calédonie, pourquoi pas. C'est le cas chez POSCO en Corée, c'est le cas en Indonésie aussi. On a l'usine de Tesla qui est en Australie, qui est très près finalement. Très près, je pense que ce qui est un peu difficile et des fois déstabilisant dans ces réflexions sur le nickel, c'est qu'on ne peut pas avoir de certitude. On peut avoir des convictions, il faut avoir des convictions, mais on ne peut pas avoir de certitude. Donc ayons des convictions, mettons le nickel au service du développement de la Nouvelle-Calédonie, ça c'est d'une vraie conviction. Aujourd'hui, il a une valeur. Aujourd'hui, la Calédonie est bien placée dans ce domaine-là. Entre guillemets, profitons-en et mettons le temps, je dirais, qui peut être compté, qui peut ne pas être éternel. Mettons ce temps qui vient là pour le mettre à profit en développant de la diversification, le fameux sortir, non pas sortir du nickel, mais sortir du tout nickel. C'est ça que je dirais qu'il faut qu'on fasse et c'est ça que le nickel peut permettre. Eh bien, ce sera une belle conclusion à cette émission. Le nickel, c'est une chance pour la Nouvelle-Calédonie. Cette chance ne sera pas éternelle. Elle sera forcément limitée dans le temps parce que c'est la règle de l'évolution technologique. Profitons-en et faisons au mieux avec les ressources et les réserves ainsi que les usines que nous avons. Cette émission vous est présentée par l'Hôtel du Centre. L'Hôtel du Centre, votre business hôtel, votre business partner.